Oui, bonjour à tous. Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Alors évidemment, on aurait préféré vous accueillir dans le très bel l'endroit qui est la Maison des Océans. Ceci dit, on n'aurait pas tous tenu puisque vous êtes 800 inscrits, déjà 325 présents à 9h13. Donc, merci beaucoup déjà pour votre fidélité, votre participation. J'espère que vous avez bien dormi après ces 2 jours à suivre les méandres des élections américaines. Donc, nous sommes ensemble ce matin de 9h15 à 12h45. Avant de laisser la parole à Pierre Sicki, notre président, je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions via l'onglet questions-réponses, qui est donc la petite icône qui est en bas au centre de votre écran, et vous pouvez envoyer des messages sympathiques dans l'onglet converser. Ce colloque sera enregistré, donc vous aurez accès à la fois à l'étude et au PowerPoint de l'étude présentée par l'Obsoco en première partie, et puis à la table ronde dans la seconde partie, animée par Maître Lemay, que je remercie par avance. Voilà, je vais vous laisser dans quelques minutes, encore une minute avec Pierre Sickier. Bonjour à tous. Voilà, je vois tous les messages sympathiques qui arrivent dans le chat. 338 participants et il est 9h15. Donc, Monsieur Sickier, je vais vous laisser commencer. Merci, à tout à l'heure. Eh bien, c'est à moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce colloque et dans ce merveilleux amphithéâtre virtuel de Zoom. Comme le dit Laurence, on aurait préféré du présentiel avec les peintures de la Maison des Océans, mais c'est comme ça. Voilà, donc on va essayer de faire que ce colloque soit une réussite. Et je vais démarrer par, pour ceux qui ne connaissent pas France Générosité, pour dire un mot sur le syndicat, parce que nous rassemblons plus d'une centaine d'associations, de fondations et d'ONG, dont les plus importantes, donc dans des secteurs aussi variés que l'environnement, la recherche médicale, la solidarité, l'éducation, la santé, etc. Nous les représentons depuis 20 ans pour promouvoir donc le modèle du don en France. Il faut savoir que plus de la moitié de nos membres, en fait, dépendent à 80% de la générosité. Donc, elle est essentielle pour répondre aux enjeux de vos organisations. Et vous savez que nous défendons donc la philanthropie à la française, qui est un peu antinomique avec la philanthropie à l'anglo-saxonne, disons-le, et c'est vous qui êtes les acteurs donc de ce modèle de la générosité, et nous essayons à France Générosité d'être votre porte-parole. Alors on va dire 2 mots sur le Covid parce qu'on est dedans jusqu'au cou et c'est une situation terrible. Et je dois dire que les associations et les fondations ont été extrêmement présentes durant le Covid, et en particulier dans la première séquence de ce Covid. Vous avez été très sollicités, alors aussi bien ça va de la recherche médicale à fond, ou bien sur la lutte contre le Covid, je dirais sur le terrain, et pour accompagner essentiellement donc le basculement, c'est ce qu'on a constaté, d'une partie de la population dans la pauvreté. On parle de chiffres même de 1 million de Français, ce qui est quand même incroyable. Bon, et je dois saluer le travail de toutes vos assos parce que ça a été extraordinaire et je trouve qu'on n'en a pas trop assez parlé. Voilà. Donc, mais bravo en tous les cas d'avoir été présent dans cette circonstance. Alors, il faut savoir que les Français, finalement, ils ont été généreux ou pas généreux? Bah si, ils ont été généreux parce que vous savez que nous sortons tous les ans un baromètre de la générosité annuel. Et là, nous avons demandé à notre société d'études Octo de faire un baromètre sur le premier semestre donc, de 2020. Et les résultats sont formidables parce que ça fait plus 22% sur le premier trimestre par rapport au trimestre 2019, sur une base de collecteurs de 44, hein, hors culture, évidemment, puisque nous n'avons pas, nous, d'associations culturelles chez nous. La croissance du don ponctuel a augmenté de 40%. La croissance de l'online, alors c'est le score du jour, c'est 230%, évidemment, puisque les gens étaient chez eux, ils ont donc pu utiliser Internet. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, 45% des dons font moins de 150 euros, ce qui veut dire que tout le monde a donné, aussi bien les plus riches que les moins riches. Donc, c'est une situation qui est à la fois très positive et à la fois qui nous inquiète, qui peut vous inquiéter, puisqu'il faut que nous remplissions ce sacré quatrième trimestre qui doit faire
40% de vos ressources. Donc, ce n'est pas parce que les gens ont bien donné pendant ce premier semestre qu'il faut qu'ils oublient de donner pendant le dernier trimestre. Voilà. Donc, nous sommes mobilisés, nous, pendant cette crise difficile, pour vous accompagner sur les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le gouvernement et puis par leur transposition, évidemment, pour notre secteur. Pour vous conseiller aussi et vous accompagner juridiquement sur les nouveaux modes de collecte et les innovations partenariales qui sont nées pendant la crise. Il y en a eu beaucoup et c'est vrai que nous sommes très vigilants, nous, sur ce genre de situation pour ne pas vous mettre en difficulté. Alors, on a, suite au baromètre, fait une mobilisation de la presse et des pouvoirs publics sur les résultats de ce baromètre, mais surtout pour insister sur les besoins exceptionnels et les risques à venir. Parce que quand on voit l'ampleur de la pandémie aujourd'hui, on imagine bien que les besoins qui étaient détectés dans cette première partie du Covid en 2019 vont être considérables dans cette fin d'année, mais aussi en 2021. Donc, il faut que nous tenions le coup et que vous ayez les ressources, je dirais, pour bien travailler auprès de vos membres. Alors, nous avons, et vous l'avez probablement vu, donc lancé une campagne grand public sur Vos dons agissent. On a voulu volontairement être positif. Cette campagne est concrète et j'allais dire pas fiscale, puisqu'on nous a un peu enfermés, malgré nous, dans une communication fiscale pour râler un peu sur tout ce qui n'allait pas fiscalement parlant. Mais là, on a voulu insister sur Vos dons agissent et on a voulu concevoir une campagne qui soit utilisable par vous, donc souple et je dirais très adaptable. Il faut savoir que 83% d'entre nos adhérents ont relayé la campagne et je voulais les remercier parce que c'est un bon score et ce qui est une démonstration du fait qu'on a conçu cette campagne d'une manière, je dirais, flexible. Alors, on a joué délibérément sur la vidéo cette année. Il faut savoir qu'on a eu 2,8 millions de vues pour toutes les vidéos, dont une qui fait un score formidable, qui est la vidéo qui est passée sur Brut, qui fait 550 000 vues, ce qui est assez extraordinaire. Et autre chose, on a eu 240 000 nouveaux visiteurs sur le site Infodon pendant les 2 semaines de la campagne. Ce qui veut dire que, comme ça se passe en ce moment, les Français sont toujours intéressés par le don. C'était un peu notre crainte de les voir baisser la garde sur ce dernier trimestre. Mais bon, les contacts sur Infodon montrent que finalement, ils restent toujours actifs sur le côté du don. Alors, évidemment, cette crise nous a pas mal perturbés tous, mais on a continué, et je voulais remercier l'équipe ici qui a continué à travailler malgré des conditions, je dirais pas toujours très faciles en télétravail. On continue à vous assurer une veille et un accompagnement sur les sujets donc, qui vous concernent directement, évidemment sur la RGPD et les cookies, évidemment sur la réforme du plan comptable parce qu'il est toujours là et bien là et que vous avez toujours évidemment beaucoup de questions à poser là-dessus. Et puis, troisième point qui est sorti de Bercy, c'est la contemporanéité de la déclaration des réductions liées aux dons sur un groupe de travail que nous faisons avec Bercy pour regarder un peu quelles sont les intentions là-dessus. C'est un sujet pas facile du tout et sur lequel on reviendra certainement. Et puis nous avons continué nos études sectorielles et notre veille internationale. Voilà. Alors, le sujet du jour, les legs, les donations, les assurances-vie, c'est un sujet qui nous a frappé, enfin, et moi personnellement, quand je suis arrivé à France Générosité, c'est de découvrir que c'est une ressource stratégique pour vous et qui est une ressource stratégique en croissance en plus. Dans le panorama des générosités de la Fondation de France, sur les 4,5 milliards donc de générosité des particuliers, vous avez 1 milliard d'euros qui vient donc des legs et libéralités. Et en plus, c'est un chiffre qui est en constante croissance et qui continue de progresser tout le temps. Ça veut dire que pour vous, c'est un pilier de développement en termes de ressources et il faut s'en occuper. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème cette année et pour vous accompagner bien directement dans cette période compliquée. Un chiffre, en 2018, les legs et libéralités représentaient 26% des ressources privées des 110 membres de France Générosité et 10% de l'ensemble de leurs ressources, ce qui est assez considérable et ce qui est cohérent avec les chiffres du panorama.
Alors, un sujet nouveau aussi, c'est les assurances-vie, parce que c'est la ressource qui est en plus forte croissance, avec une augmentation incroyable de 79% entre 2010 et 2018. Ce qui explique donc la présence de la Fédération française des assurances aujourd'hui. Sur un panel de nos membres, les assurances vie au profit des organisations caritatives, ça représente 23% des libéralités collectées. C'est dire l'importance de ce canal de collecte pour vous, pour nos organisations, avec une caractéristique particulière, c'est le temps. Parce que vous nous dites tous qu'il faut du temps pour réaliser une succession, et dans le monde d'aujourd'hui, le monde du zapping, c'est compliqué. Donc, on va essayer de comprendre ce matin qu'est-ce qui peut se passer pour que tout se passe bien dans les legs et libéralités. Alors, nous avons divisé cette matinée en deux parties. Une première partie, qui est donc une partie de sortie de l'étude que nous avons faite avec Lobosco, qui nous restituera une grande étude donc ce cabinet d'études a fait sur les legs et les assurances-vie, qui a été réalisée auprès de 6000 personnes, donc c'est un échantillon indiscutable. Et pourquoi? Pour mieux comprendre donc le niveau de connaissance des Français sur les libéralités, pour mieux comprendre leur intention de don donc là, sur ce secteur, et puis aussi les différents profils de population cible et les arguments évidemment qui vont avec, et canaux de communication propres à chaque cible. Voilà. Donc je voulais remercier Guéna Elgo, qui est la directrice exécutive de l'OSCO, et Boris Descagarade, qui est le directeur associé, qui vont donc vous décrire donc l'ensemble de l'étude et vous montrer la richesse donc des informations que nous avons pu trouver avec ça. Nous ferons une courte pause d'un petit quart d'heure et nous retrouverons dans une deuxième partie une table ronde donc animée par Maître Lemay, que je salue au passage, puisque ça fait quelques temps que nous travaillons ensemble, qui est notaire à Pont-l'Évêque et qui est rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires, qui nous permettra donc de revenir avec les invités que nous avons sollicités sur les résultats de l'étude, de parler de l'écosystème actuel, des améliorations possibles et des leviers pour développer cette ressource qui devient clé pour vous. Alors, nous avons comme intervenants et partenaires la professeure Corinne Delmas, qui est sociologue de l'Université de Nantes, Céline Colson, qui est responsable de l'unité legs et donations au Secours catholique, Maître Jean-Michel Mathieu, qui est président de l'Institut notarial du patrimoine et de la famille au Conseil supérieur du notariat, et le professeur Moustapha Meki, qui est directeur général de l'INFM, l'Institut national des formations notariales, et enfin Jean Malhomme, qui est directeur épargne et prévoyance d'AXA France et président de la commission des assurances de personnes de la Fédération française des assurances. Alors, ce colloque, c'est aussi l'occasion évidemment de revenir sur la vision défendue par France Générosité, sur cette philosophie à la française, donc qui a été discutée sur le rapport, donc au cours du rapport de la mission philanthropique donc des députés Naïma Mouchou et Sarah El Haïry, dont les conclusions ont été rendues au Premier ministre au mois de juillet. Alors, en ce qui concerne les legs et libéralités, on a deux axes de réflexion, en fait, pour nous. Une philanthropie familiale, parce que même en présence d'enfants, il est possible de tester en faveur d'un organisme sans but lucratif, sans toucher à la réserve héréditaire. Le projet de donation, legs ou transmission d'assurance vie, ça peut devenir un projet familial porté et accepté par tous, et je crois que c'est un enjeu tout à fait important et qui peut débloquer beaucoup de choses dans une succession et que ça se passe dans un calme relatif. Et puis c'est une philanthropie pour tous parce qu'on va rappeler que tous les legs, même d'un faible montant, sont utiles pour vous, pour la réalisation de l'objet social de vos organismes sans but lucratif. Donc c'est avec cet esprit que nous avons publié l'année dernière le premier guide à destination du grand public en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, La philanthropie, un projet de vie, et que nous sortons aujourd'hui donc son deuxième opus sur les assurances vie, que j'ai le bonheur de vous présenter ici. Et c'est un petit guide qui est préfacé par Sarah El Haïry et Jean Malhomme, le président de la commission des assurances de personnes à la Fédération française des assureurs, et qui est illustré par le dessinateur Fred Benaglia. Alors, tous les membres, évidemment, recevront plusieurs exemplaires, et pour ceux qui ne sont pas membres, on vous invite à le consulter en ligne et à le partager, évidemment, et à en retrouver les meilleurs morceaux sur notre site infodon.fr. Alors, nous avons quand même des bonnes nouvelles au milieu de
ce cirque difficile, qu'il soit américain ou français, nous avons mené, avec la coordination Générosité, un certain nombre de combats que nous n'avons pas toujours gagnés, en particulier sur le mécénat d'entreprise, mais sur la question des libéralités, je dois dire que nous sommes en bonne voie d'obtenir quelques résultats positifs. Alors vous savez que France Générosité a déjà défendu et obtenu dans le projet de loi de finances rectificatif, le 4e, le PLFR 4, une mesure de simplification liée aux assurances vie. C'est la suppression du certificat de non-imposition pour obtenir une assurance vie. Donc, avec une conséquence, ce que nous espérons, c'est que les dossiers devraient être réglés du coup beaucoup plus rapidement. Et dans le projet de loi de finances actuel, donc pour le projet de loi de finances 2021, plusieurs mesures portées par France Générosité dès 2019 et qui avaient été reprises dans le rapport philanthropie de Naïma Mouchou et de Sarah El Haïry, c'est la sécurisation des legs au profit des associations de bienfaisance, la simplification de la renonciation anticipée à l'action en réduction, l'ouverture de la donation-partage et la facilitation du don intergénérationnel. Je dois vous dire que nous avons très bon espoir que ces mesures reçoivent un avis favorable du gouvernement, mais je laisserai notre ministre et co-auteur du rapport, Sarah El Haïry, vous en dire plus donc à la clôture de ce colloque. Voilà. J'en ai terminé. Je voulais remercier donc nos partenaires pour cette édition du colloque un peu spécial, le ministère de l'Éducation le ministère de l'Éducation nationale et notamment la DGEVA, la Direction de la jeunesse et de la vie associative, le Conseil supérieur du notariat, dont je salue évidemment le nouveau président David Ambrosiano, avec lequel nous allons nous attacher à prolonger le travail de partenariat historique entre France Générosité et CN, et je salue d'ailleurs Maître Mathieu, avec qui nous avons collaboré fortement ces dernières années, et la Banque Postale, qui nous accompagne sur de nombreux sujets, et qui, évidemment, en tant que banquier, est un prescripteur clé pour le développement des assurances vie au bénéfice des associations et des fondations. Et enfin, KPMG, que je remercie pour son soutien fidèle à cet événement. Voilà, j'en ai fini. J'ai tenu dans les temps, je crois, donc c'est parfait. Et je passe la parole maintenant à Guéna Elgo et à Boris Descaraga pour l'Obsoco. Merci beaucoup, Monsieur Sitier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, comme vous l'avez vu dans le chat, à poser des questions. On ne pourra peut-être pas répondre au fil de l'eau, mais en revanche, on les reprendra tout à la fin. Et puis, Boris et moi, on y répondra à ce moment-là. Donc, nous sommes ravis d'être là ce matin avec vous pour vous présenter les résultats de ce dispositif. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier Nolwenn Poupon de France Générosité et puis tous les membres du petit groupe de travail, les représentants des associations et fondations qui nous ont accompagnés et avec lesquels il a été vraiment très agréable et très constructif de travailler. Alors, ce gros dispositif, maintenant j'en viens aux principaux enseignements. Alors, c'est vraiment les principaux enseignements parce que l'étude est assez fournie, donc on a essayé de ramasser la matière pour ce matin. D'abord, peut-être une petite précision méthodologique. Comme le disait Pierre Siquier, l'enquête que nous avons réalisée est assez robuste dans la mesure où nous l'avons conduite sur la base d'un échantillon de 6 000 personnes. Alors, la conduite du 24 août au 21 septembre 2020. Elle a été réalisée en ligne et donc auprès de 6 000 personnes qui sont représentatives de la population des Français âgés de 50 ans et plus, alors selon tous ces critères que vous voyez rapidement, mais qui sont donc les critères sociodémographiques et géographiques. Alors, cette petite précision méthodologique étant posée, je vais dérouler un petit peu la présentation, d'abord avec des éléments de contexte sur le rapport des seniors à l'héritage et à l'assurance vie. Ensuite, évidemment, le sujet un peu phare aujourd'hui, c'est-à-dire le potentiel de transmission
la façon dont est aujourd'hui considérée la prise de décision, dont se fait la décision, les motivations qui président à cette décision, et puis aussi les freins et les leviers, des considérations importantes à avoir évidemment pour vous au quotidien. Alors d'abord, quelques données de contexte sur le rapport des seniors à l'héritage et à l'assurance vie. Tout d'abord, savoir ce que l'on va faire de son patrimoine. On voit que c'est une réflexion qui est déjà largement entamée chez les plus de 50 ans. Comme vous voyez, quand on leur demande s'ils ont réfléchi à ce qu'ils souhaiteraient faire de leur patrimoine à leur décès, 64%, donc les 2/3, nous disent qu'ils savent déjà très précisément à qui ils vont transmettre leur patrimoine. 14% y ont déjà pensé, mais n'ont encore pris aucune réelle décision. Et puis, en revanche, 22% n'y ont pas réfléchi et souvent, on va le voir, ne veulent pas y réfléchir. Donc, au total, on a 78% des plus de 50 ans qui ont déjà réfléchi à la transmission de leur patrimoine. Alors, sans surprise, c'est très corrélé à l'âge, au niveau de capital économique et au fait aussi ou non d'avoir des héritiers. En tout cas, je pense que c'est déjà un premier enseignement parce que pour les 2/3 des plus de 50 ans, la décision est donc déjà prise. Et dans une stratégie de conquête de nouveaux bienfaiteurs potentiels, il peut être intéressant de s'adresser à une population finalement aussi assez jeune, en fait, d'installer le sujet, la présence à l'esprit de cette possibilité assez tôt. Alors, on notera quand même que parmi les plus de 50 ans, les personnes sans descendance directe, donc qui n'ont ni enfants ni petits-enfants et qui représentent quand même 18% de la population senior française, sont les plus indécises en fait sur la question de l'héritage. Il n'y en a que 44%, comme vous venez de le voir s'afficher à l'écran, qui ont déjà arrêté leur décision. Donc, on a là un public aussi un peu plus stratégique, car plus ouvert en fait à la décision de transmission de leur patrimoine. Alors ensuite, en termes de formalisation, on observe qu'un senior sur 2 exprime le désir d'établir un testament. Alors 15% l'ont déjà fait, 1/3, 34% ne l'ont pas fait, mais comptent le faire un jour. Et alors c'est assez intéressant parce que, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les successions ne comprennent un testament que dans 10% des cas. Donc là, il y a un véritable décalage entre les pratiques et les aspirations. Et puis, sans doute, une opportunité certainement d'accompagner les individus dans cette démarche et puis d'évoquer aussi les possibilités de legs et de sécuriser en fait les intentions de legs. Côté assurance vie, ce qu'on voit, c'est que on a 41% en fait des plus de 50 ans qui ont un contrat d'assurance vie. Vous le voyez à gauche, 14% qui en ont plusieurs. Et donc, au total, on a 55% de l'ensemble des plus de 50 ans qui ont une assurance vie. Et quand ils n'en ont pas, on leur a posé la question de savoir s'ils voulaient justement en souscrire. Et il y en a 10% qui veulent en souscrire. Donc, ça, ce qui représente 4% de l'ensemble des plus de 50 ans. Et donc, au total, on a donc 59% de l'ensemble des seniors qui disposent ou disposeraient d'une assurance vie. En revanche, très peu ont souscrit par extrêmement minoritaire. Vous le voyez tout en bas de ce graphique, ici. Très peu ont souscrit une assurance vie dans l'optique directe d'en faire bénéficier une association ou une fondation. Les raisons, les motivations, en fait, pour souscrire ces contrats. Alors, il y a d'abord une logique, vous le voyez, une logique d'épargne. On sait, l'assurance vie est un placement qui a un rendement relativement élevé. Et puis, il y a la logique aussi, à un niveau égal, une logique de garantie de la transmission de son patrimoine. Alors, voilà la distinction entre ceux qui les détiennent déjà et puis ceux qui ont l'intention d'y souscrire. Et donc là, assurer la transmission de son patrimoine est un motif important. Évidemment, il y a aussi la préparation de la retraite et pour ceux qui ont déjà souscrit, des motivations fiscales, financières. Mais on le voit pour l'instant, très peu dans l'optique de soutenir une association ou une fondation.
Dans plus de 9% des cas, la clause de bénéficiaire de ces assurances-vie a été renseignée. Alors, ce qu'on voit aussi dans notre enquête, c'est que la même proportion, en fait, est aussi informée de la possibilité de la changer à tout moment. Mais pour le moment, en tout cas, les choses sont renseignées sur ce point-là. Alors, au-delà du testament et de l'assurance vie, on avait aussi, parce qu'il est impliqué bien souvent dans ces démarches, demander aux 6000 personnes que nous avons interrogées s'ils disposaient d'un notaire et s'ils avaient déjà eu recours, en fait, à qui ils avaient déjà eu recours lors de leur démarche juridique. Et là, ce qu'on voit, c'est que les 2/3 d'entre eux disposent d'un notaire. Alors souvent, on sait aussi que cette population a dû régler les successions de leurs parents. On voit donc que 17% n'en disposent pas, mais n'hésiteraient pas, et que seuls 19% expriment une certaine réticence à recourir à un notaire. Bon, c'est une part minoritaire, mais dont le patrimoine est relativement peu élevé comparé à la moyenne. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce notaire, en fait, la figure du notaire apparaît comme un tiers de confiance auprès de cette population. C'est l'acteur auquel on fait le plus confiance, par exemple, pour s'informer sur le sujet des assurances vie. Comme vous le voyez, 79% disent avoir confiance dans la figure du notaire et même, et c'est notable, 22%, donc 1 sur 5, tout à fait confiance. Et c'est beaucoup plus que les autres protagonistes que nous avons mentionnés. Alors sur ce sujet, on voit que Internet apparaît à l'inverse la pire des sources d'information, mais les associations et les fondations sont également que rarement perçus comme des interlocuteurs légitimes. Alors, sans doute par défaut d'être identifiés sur ce terrain, plus que par réelle défiance. Donc voilà, le notaire, en tout cas, tiers de confiance sur cette question de l'assurance vie. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens auprès de qui ils ont l'intention, où ils se sont informés pour souscrire justement lors du choix en fait de ces contrats d'assurance vie, eh bien naturellement on voit apparaître les banquiers et les assureurs parce que ce sont eux qui fournissent ces contrats, donc des interlocuteurs naturels, mais on voit le notaire et notamment le notaire aussi auprès de ceux qui futurs détenteurs, ceux qui souhaiteraient justement y souscrire. Donc voilà quelques petits éléments d'abord de cadrage et de contexte. Alors maintenant, le potentiel de transmission. Alors d'autres éléments qu'on a pu balayer durant l'étude, on voit que la moitié en fait, des plus de 50 ans sont des donateurs actifs aux associations et aux fondations, et 1 sur 5 est même un donateur régulier. Mais évidemment, transmettre son patrimoine, c'est une démarche autrement plus engagée, plus impliquante. Et là, quand on leur demande s'ils envisagent ou pourraient envisager de transmettre à leur décès tout ou partie de ce qu'ils possèdent à une ou plusieurs associations, on a différents types de réactions. Alors, il y en a 1,9%, donc des plus de 50 ans, qui nous disent que oui, qu'ils envisagent sérieusement de le faire. Là, ce sont les gens qui sont déjà décidés. Et puis, on a 7,1% qui pourraient envisager de le faire. Alors, disons qu'on les a appelés les ouverts. Et donc, au total, c'est 1,9 et 7,1. On a donc 9% des plus de 50 ans. Mais ça représente quand même, alors ça peut paraître réduit, mais ça représente quand même 2,8 millions de personnes qui envisagent de léguer une part de leur patrimoine. Après, on a 77% qui nous disent non. Et puis, on a 14% qui nous disent qu'ils ne savent pas, qui n'ont pas suffisamment réfléchi à la question. Alors ça, c'est une petite précaution que l'on a pris en toute rigueur dans le questionnement, c'est-à-dire qu'on impose ce questionnement à des gens qui ne se sont parfois pas posé la question. Et c'est le cas, en fait, de ces 14%. Ils ne se sont pas posé la question et ils sont trop à chaud au moment où on la leur pose pour pouvoir vraiment y répondre. Mais donc, on voit en tout cas qu'ils n'y sont pas opposés. Et c'est ce qu'on avait les opposés, en revanche, sont 77%, mais ces personnes un peu distantes, qui n'avaient pas songé à cette éventualité, évidemment, c'était intéressant de pouvoir quand même en saisir le poids et le potentiel, parce qu'en tout cas, elles n'y sont pas a priori opposées.
Donc 9%, disons, d'intentionnistes. 9% qui peuvent envisager de léguer une part de leur patrimoine à une association. Mais deux profils et deux populations dont on va voir qu'elles sont assez distinctes, en fait, dans la manière dont elles envisagent cette démarche. Alors, on a d'abord les décidés. Donc, les décidés, c'est ce groupe qui est le plus certain et qui est le plus avancé dans sa décision. Ils envisagent sérieusement de le faire. Et ce sont donc les 1,9% de la population des plus de 50 ans. Alors, c'est un public, comme vous le voyez, on vous a mis quelques petites caractéristiques et vous avez en rouge ce qui les caractérise et en gris, en fait, la moyenne, l'ensemble de la population. Donc, ce qui les caractérise par rapport à l'ensemble de la population. Donc, on voit que ce public des décidés, c'est un public qui est majoritairement féminin, qui, dans la majorité des cas, n'a pas d'enfants ou de petits-enfants, donc pas de descendance directe, qui vit plutôt seul, plus que la moyenne de la population de plus de 50 ans. Il n'y a pas vraiment de distinction du reste de la population en termes d'âge. En revanche, c'est un public qui est légèrement plus diplômé, qu'on retrouve davantage dans les hauts patrimoines. Les hauts patrimoines, ils sont davantage surreprésentés. On voit aussi que 20% en fait, déclarent une pratique religieuse importante. C'est pratiquement le double de ce qu'on observe dans la population senior. Et puis se situe, parce qu'on a exploré aussi les registres de valeurs des gens que l'on interrogeait, se situe plus dans un registre altruiste que le reste de la population. Et surtout, eh bien 39% font déjà des dons réguliers à une association, contre, vous le voyez, 18% du reste de la population en moyenne. Et plus de la moitié est déjà personnellement impliquée. Et ça aussi, c'est ce qui les distingue. Donc, une implication, soit par le don, soit en étant bénévole, adhérent ou militant, qui est beaucoup plus importante que le reste de la population. Et beaucoup plus important aussi, mais du fait de leur profil, ce groupe est déjà très proactif dans sa démarche de transmission de patrimoine, puisqu'on voit que près d'un sur deux a déjà rédigé un testament. Donc ça, c'est pour ce premier groupe. Le second groupe, donc ce qu'on a appelé les ouverts, qui sont donc 7,1% de la population senior, là, c'est un groupe qui a un public plus masculin. Alors, contrairement aux décidés, justement, alors les deux groupes sont prêts à transmettre une partie de leur patrimoine. Les premiers sont plus avancés. Ce groupe-là, en fait, se distingue par le fait qu'ils ont ils ont des héritiers directs. Ils ont plus que les autres, en tout cas, bien plus que les autres, des enfants ou des petits-enfants. Et ils vivent plus souvent en couple. Donc là, on peut se dire que leur motivation n'est pas simplement sur la recherche d'un destinataire potentiel à leur héritage. Ils sont plus diplômés que la moyenne, tout comme d'ailleurs le précédent groupe. Ils ne se distinguent pas vraiment, en revanche, par rapport à leur niveau de revenu ou par rapport à leur niveau de patrimoine. Ils sont légèrement moins religieux que la cible précédente, mais accorde une encore plus forte importance à l'altruisme, aux valeurs qui constituent l'altruisme. Mais comme le groupe précédent, ils semblent envisager en fait la transmission comme une forme de continuité de leur engagement tout au long de leur vie. On voit qu'ils font déjà des dons réguliers aux associations et on voit qu'ils sont aussi personnellement impliqués dans au moins une association. Donc ça, c'est ce qui va aussi les rapprocher du précédent groupe. En revanche, ce qui les en distingue, évidemment, c'est le fait qu'ils sont moins avancés dans leur réflexion quant à la transmission de leur patrimoine. Ils ont moins souvent une idée précise à qui ils vont transmettre ce patrimoine. Ils ont moins souvent rédigé un testament que la cible précédente et moins aussi que pour le coup l'ensemble de la population à disposer d'un notaire. Donc on voit que ce groupe est vraiment très ouvert à l'idée et envisage de léguer une partie de son patrimoine, mais en revanche, il va davantage avoir besoin d'être accompagné dans la démarche. Alors ensuite, on avait les distants.
Si vous vous souvenez du premier graphique, c'est ceux qui n'ont pas encore suffisamment réfléchi à la question, ceux à qui en fait on a posé une question qui ne s'était jamais posée. Et donc là, qui nous ont dit, qui nous ont pas dit non, mais qui nous ont pas dit oui non plus, et qui nous ont dit en fait qu'ils n'avaient pas suffisamment réfléchi pour pouvoir se prononcer. Eux représentent 14% de la population des plus de 50 ans. Sur le plan socio-démographique, ils ont un profil proche en fait des ouverts, mais sont moins impliqués pour le coup dans le milieu associatif. Et ont un niveau de revenu et de patrimoine légèrement aussi inférieur à la moyenne. Surtout, en fait, ce qui va les caractériser, c'est que non seulement on les a un peu pris de court quand on leur a posé la question, mais la question de la transmission en général, c'est une question qu'ils ne sont pas encore vraiment posées. La question de leur héritage, ce n'est pas encore une question qu'ils se sont posées. Donc, dans plus d'un cas sur 3, ils n'ont aucune idée de la manière dont ils souhaiteraient répartir leur patrimoine. Et logiquement, en fait, ils sont moins nombreux à avoir rédigé un testament et moins nombreux à avoir eu recours à un notaire. Et puis, finalement, on a le groupe des opposés. Alors là, c'est 77% de la population. Et donc, c'est ceux qui excluent pour le moment, en fait, l'idée de transmettre leur patrimoine à une association ou à une fondation. 77% de la population, vu ce poids, en fait, dans la population senior, vous voyez, en fait, c'est des profils très hétérogènes qui se rapprochent du profil moyen et ne se distinguent pas vraiment de manière significative de l'ensemble des plus de 50 ans. Il y a quelques écarts, ténus, mais quand même statistiquement, disons, significatifs. Ils sont légèrement plus nombreux que la moyenne à avoir des enfants et des petits-enfants à être en couple. Ils sont un peu moins altruistes dans leur système de valeurs et moins impliqués aussi que la moyenne dans l'univers associatif, que ce soit pour les dons ou en termes d'implication personnelle. Donc voilà, en fait, ces quatre profils. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ces opposés, on les a un petit peu poussés dans leur retranchement et on leur a demandé, en fait, on leur a demandé s'ils étaient vraiment bien certains qu'ils ne le feraient jamais, qu'ils ne donneraient, qu'ils ne transmettraient une part de leur patrimoine à des associations ou fondations. Et là, finalement, on l'a fait avec délicatesse, hein, mais on leur a demandé et ils nous ont dit, il y a 5,7% qui nous ont dit qu'ils ne l'envisagent pas actuellement parce qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi, mais qui pourraient peut-être quand même l'envisager. Et puis 7,7% qui nous disent qu'ils ne souhaitent pas actuellement, mais pourraient changer d'avis le moment venu. Bon, il y a 87% qui maintiennent leur opposition à cette idée, leur refus de cette idée, mais on voit que certains, en fait, pourraient justement revenir sur ça. Donc, au total, ça fait quand même 13,4% des opposés qui pourraient changer d'avis, et c'est approximativement 3,3 millions de personnes. Donc, c'est intéressant parce que c'est un nombre en volume global de personnes qui est supérieur en nombre absolu au nombre total de personnes qui ont déjà l'intention de le faire. Donc, ça vaut le coup aussi de travailler ces cibles-là. Alors ensuite, la prise de décision. Alors, ce qu'il faut voir, c'est là, ce sont des questions beaucoup des questions que je vais, et des enseignements que je vais dérouler maintenant sont des enseignements, des questions qui ont été posées auprès des gens qui ont l'intention. Et là, il y en a 44% qui nous disent qu'ils sont certains de passer à l'acte. Alors là, vous ne voyez pas la distinction, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, parmi les 9% donc, de la population qui envisage de léguer une part de leur patrimoine, il y en a 14% qui sont certains de le faire et ont déjà pris leur disposition, 30% qui sont certains mais n'ont pas encore pris leur disposition, donc au total 44 qui sont quand même certains, et puis les autres qui ne sont pas encore certains mais ils songent sérieusement, et puis les 22% pour qui c'est une éventualité parmi d'autres. Et là, on distingue vraiment en fait ceux qui sont les décidés, qui sont beaucoup plus certains que les ouverts et qui constituent cette moyenne de 44%, puisqu'on a 84% de certitude d'un côté et puis 34% de l'autre. Alors, en moyenne, ces personnes qui sont certaines de transmettre une part de leur patrimoine, là, on est bien sur ceux qui sont
les intentionnistes, mais les intentionnistes certains, ils ont pris leur décision à 54 ans. À noter qu'une partie d'entre eux l'a même fait avant l'âge de 50 ans. Pour les autres, en fait, ceux qui n'ont pas encore finalisé leur décision, ils nous disent qu'en moyenne, ils le feront dans 8 ans. C'est un horizon particulièrement loin et on voit aussi à d'autres réponses que, et ça ne vous surprendra pas, en fait, qu'il existe, enfin, qu'il y a une sorte de refus en fait, de penser au moment du décès, plus sans doute qu'un réel besoin de temps pour y réfléchir. Donc, en moyenne, ils auront 70 ans une fois ce délai de 8 ans passé. Donc, si en fait on cumule les certains et les autres, l'âge moyen auquel la décision de transmission est prise se situe donc au centre en fait de cet intervalle entre les décidés qui sont en moyenne à 54 ans et les autres qui sont autour de 70 ans, qui sont donc autour de 62 ans. Alors, concernant les motivations. Alors d'abord, les motivations de ceux qui sont opposés à transmettre à leur décès une partie de ce qu'ils possèdent. On a posé la question de façon très ouverte. Et là, vous voyez en fait le nombre d'occurrences des mots qu'on a retrouvés dans leur verbatim, et donc dans leurs propos. Il y a 3 freins principaux en fait. Le premier et de loin, c'est la priorité à la famille. Les gens nous disent, j'ai travaillé toute ma vie et je veux que ce soit mes enfants qui en profitent. Le deuxième frein, qui apparaît également de façon spontanée, puisque là, on n'a soumis aucune question, c'est un enjeu de confiance. Et beaucoup de gens qui nous disent aussi, voilà, j'ai pas confiance, il y a un manque de transparence de l'utilisation de l'argent. Je doute que cela serve vraiment aux bénéficiaires. Là, ce sont des propos que je reprends des enquêtés. Donc, un véritable enjeu de confiance. Et puis, troisième raison, un capital trop faible. Beaucoup pensent n'avoir rien à transmettre ou un patrimoine trop modeste. Alors, ça peut être effectivement le cas. Et puis, ça peut être parce que, justement, je sais que vous avez tous une approche, il n'y a pas de petits dons. Et certains peuvent s'exclure, en fait, aussi en termes de donation. Parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils pensent en fait que leur patrimoine est trop modeste. Donc ça, ces 3 freins, en revanche, on les a retrouvés quand on a posé les questions de façon plus assistée. Comme vous le voyez, on leur a demandé, on a repris un certain nombre de raisons, et puis on en a rajouté d'autres. Et le fait de préférer que le patrimoine revienne à la famille est massif. Vous voyez que c'est 92%, c'est la raison principale. Mais on retrouve aussi très vite l'enjeu de la confiance. Vous n'avez pas confiance dans la façon dont les associations concernées utiliseraient ce que vous leur donneriez. Donc, l'enjeu de la confiance est important. On retrouve aussi le capital trop faible et un certain nombre d'autres raisons, mais moins importantes. J'avance un peu vite afin de vraiment dérouler l'ensemble de la présentation, mais vous pourrez y revenir en la lisant de votre côté et on pourra la détailler aussi dans les questions-réponses. Alors, 3 motivations en revanche positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui, pour les gens qui envisagent de transmettre leur patrimoine, qu'est-ce qui les y pousse en fait? Et on retrouve la question évidemment des héritiers. Là aussi, vous voyez les occurrences à droite. Ce qu'on voit, c'est l'absence d'enfants. Sans famille proche, les gens préfèrent léguer. Alors là, on a même des verbatims déjà très... par exemple, sans famille proche, je préfère léguer en faveur des animaux plutôt qu'à des vagues cousins inconnus. Je n'ai pas d'enfants et je ne souhaite pas que ma famille proche ou lointaine hérite de quoi que ce soit puisque personne ne s'occupe de moi. Dans l'hypothèse où des bénéficiaires que j'ai désignés disparaîtraient, je pourrais donner à des associations. Donc là, il y a vraiment l'absence de descendance directe. Et puis, il y a le soutien pour une cause, le désir de faire une bonne action. Et puis, enfin, il y a le désir bien exprimé également de prolonger un engagement, assurer la pérennité d'action de toute ma vie, faire perdurer ce que j'ai déjà commencé à faire. C'est aussi ce que nous disent les gens qu'on a interrogés spontanément. Quand on pose la question de façon plus assistée, qu'on leur propose des motifs de réponse, on voit, en fait, on retrouve le soutien à une cause, la volonté de faire une bonne action et également poursuivre son engagement,
comme vous le voyez, on a également en fait une proportion importante des répondants qui nous disent qu'ils préfèrent que leur patrimoine revienne à une association plutôt qu'à l'État. Et donc 72%, beaucoup, ce qui en fait la motivation exprimée avec le plus d'intensité. Donc transmettre son patrimoine, c'est à la fois altruiste et puis c'est aussi éviter sa dilution ou éviter sa transmission plus, disons, en mode par défaut à l'État. Alors ensuite, les modalités de transmission. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il va… Ah, voilà. Alors, quelle part de patrimoine? Là, on pose la question à ceux qui envisagent de transmettre tout ou partie de leur patrimoine. Alors, à cela, en fait, pour cela, on voit que 20% envisagent de transmettre la totalité de leur patrimoine, 53% une partie, et puis on en a un bon quart qui nous dit ne pas encore savoir. Alors là, ce qu'il faut considérer, c'est que les personnes qui sont les plus engagées dans la démarche, ce qu'on appelait les décidés, envisagent plus fréquemment de léguer l'intégralité de leur patrimoine. Hein. À la place des 20%, vous avez 55% des décidés. Et en revanche, c'est 11% de ceux qui sont plus ouverts. Donc, alors ensuite, quel mode de transmission? Et là encore, ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que dans 38% des cas, les personnes qui envisagent de transmettre une part de leur patrimoine à une association ne savent pas vraiment par quel biais ils vont le faire. Alors, parmi ceux qui ont déjà réfléchi, on voit que c'est plutôt le testament, 31%. Mais voilà, il y a quand même 38% qui ne savent pas et qui, là aussi, vont avoir besoin d'être accompagnés. Et là, on est vraiment dans les intentionnistes. Hein. Et on reviendra sur les éléments d'information et de connaissance plus tard. Mais c'est déjà intéressant d'observer ça. Alors là encore, ça diffère selon les profils. Il y a 16% qui ne savent pas parmi les décidés. Et en revanche, il y a 2/3 des ouverts qui n'ont aucune idée tranchée sur le mode de transmission. Mais ce qui est assez logique, puisque les premiers sont plus avancés dans leur démarche. Alors ensuite, quelles causes? Quelles sont les causes que ces personnes qui ont donc l'intention de transmettre leur patrimoine voudraient soutenir? Alors, ce qu'on voit, c'est dans le top 5, on voit en fait la protection animale, qui revenait déjà beaucoup dans les verbatims spontanés, la recherche médicale, et ce qui faisait aussi sans doute beaucoup de sens dans cette période de crise sanitaire, la protection de l'enfance, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté et la protection de l'environnement. Donc 5 sujets, causes, engagements phares. Alors, ce qu'il est très intéressant d'observer, c'est que, en revanche, on voit que il y a 42% des gens qui savent précisément, au-delà de ces causes, quelles associations ou fondations ils vont nommer comme destinataires, mais en revanche, on a 38% en fait pour qui, voilà, on sait le type d'association, on sait la cause, mais on ne sait pas précisément lesquelles. Et puis 20% non. Donc au total, en fait, là, on a 58% des gens qui n'ont pas d'idée précise des associations. Ils ont une idée des causes, ça c'est sûr, mais en revanche, pas d'idée précise des associations. Alors là encore, c'est très différent entre ceux qui sont décidés, qui ont plus souvent, beaucoup plus fréquemment une idée précise. Mais en revanche, voilà, les ouverts, pour le moment, ne sont pas décidés. Et ça, c'est aussi sans doute un des leviers importants pour vous. Quelles associations? On a posé aussi la question, la même question, et on a recueilli en fait les réponses spontanées. Et vous avez à gauche les réponses de ceux qui n'ont une idée que du type d'association, et à droite ceux qui ont une idée très précise. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les associations dédiées à la protection animale, et notamment la SPA, arrivent largement en tête. En revanche, ce qui est assez interpellant au regard des résultats, c'est qu'on retrouve relativement peu d'associations consacrées au soutien à la recherche médicale ou à la protection de l'enfance, alors que, vous vous souvenez juste avant, ces causes arrivent très haut
dans la hiérarchie de celles qu'on souhaiterait soutenir. Donc là, il y a un hiatus en fait entre les causes visées et puis les associations qu'on est en mesure de citer. Et là, c'est vrai qu'il y a sans doute un défaut de notoriété des associations en question qui, justement, pourraient gagner en visibilité pour accroître en fait les contributions potentielles. Alors, ce qu'on observe également, c'est que ceux qui sont en mesure de citer des associations précises et qu'ils souhaitent soutenir, c'est souvent parce qu'ils y sont déjà impliqués. Là, comme vous voulez, on va poser la question, comment est-ce que vous connaissez ces associations que vous avez mentionnées? Alors d'abord, il y a le fait qu'elles interviennent sur la cause dont les gens se sentent proches, mais ensuite, et on regroupe 68% de gens qui, justement, sont en relation directe en fait, avec ces associations, soit parce qu'elles la soutiennent ou l'ont déjà soutenue financièrement, soit parce qu'elles y sont personnellement impliquées, ou parce que l'association en question leur est venue en aide ou à l'aide à un de leurs proches par le passé. Donc on voit que le lien évidemment à l'association et sans doute du coup le travail auprès des donateurs, des bénévoles est important. Alors, sur ce point des modalités, dernier point, l'information des héritiers, c'est loin d'être un réflexe. Là, on voit qu'il y a sans doute aussi quelque chose, en effet, à creuser, et vous en parliez, sur un accompagnement un peu familial. Aujourd'hui, en fait, on a demandé aux gens s'ils avaient informé ou s'ils pensaient informer leurs enfants, leurs héritiers du projet de transmettre leur patrimoine à des associations ou des fondations. Alors, ceux qui sont certains de le faire, l'ont mentionné, en ont informé leurs enfants ou héritiers pour un tiers d'entre eux, mais 43% ne l'ont pas fait. Et puis pour les incertains, eh bien, ils sont plus majoritaires à penser en informer les héritiers, mais ils ne savent pas. Donc c'est vrai qu'on voit que cette question de la descendance, quand descendance il y a, est sans doute importante à prendre en charge. Ensuite, enfin, les freins et les leviers à la transmission. D'abord, des freins et des leviers par rapport à la décision elle-même. Là, je reviens, je pense vraiment, on leur a demandé en fait à ceux qui envisageaient de transmettre toute ou partie de leur patrimoine, qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Et là, on revoit en fait venir l'enjeu de confiance de façon plus spécifique, parce que là, c'est la confiance dans la façon dont on va utiliser le legs ou l'argent reçu. Et puis, donc ça, c'est intéressant. On retrouve aussi, en fait, l'enjeu, le fait de ne pas savoir quelle association désignée comme bénéficiaire. Ça pourrait être une raison qui empêcherait de transmettre. De ne pas savoir à quelle association transmettre. Donc ça, on voit également émerger la crainte de mal s'y prendre, par exemple, ou d'autres types de questions comme le fait de se fâcher avec sa famille, qui nous renvoie à la question précédente. Donc là, c'est vrai que tous ces enjeux, en fait, qui sont des barrières, une fois qu'on est décidé, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire? C'est autant de choses à considérer. Donc, la question de la confiance, la question de l'identification de l'association, et puis la question aussi de l'accompagnement sans doute familial ou très technique pour répondre à ceux qui craignent de mal s'y prendre. Et qu'est-ce qui serait important pour eux? Une autre façon de poser la question, non plus cette fois en termes de barrières, mais qu'est-ce qui pourrait compter? Et là, on voit que c'est des garanties plutôt de maîtrise et puis de simplicité. Maîtriser son capital jusqu'à la fin, être certain, là encore, l'enjeu de la confiance, que ce capital sera bien transmis à l'association ou à la fondation concernée. Donc voilà, à noter aussi que 27% des bienfaiteurs potentiels décrivent comme important le fait que leur héritier ne soit pas informé de leur geste, et 29%, sans doute un enjeu sur la simplification, qui souhaiteraient également éviter la rédaction d'un testament. Alors ensuite, cette question, on l'avait posée à l'ensemble de l'échantillon
Et on leur avait demandé, c'est-à-dire ceux qui ont l'intention, mais ceux qui n'ont pas l'intention, mais on leur avait demandé si l'exonération fiscale dont peuvent bénéficier les structures reconnues d'intérêt général serait un argument. Alors, ce que vous voyez, c'est apparemment non. 76%, et j'avais prévu un petit effet, et c'est dommage, ça ne marche pas. Mais apparemment, non, 76% nous disent que c'est pas un argument décisif pour l'ensemble de la population senior, mais toutefois, c'est en revanche un argument de force pour faciliter la transformation en acte des intentions de transmission, puisque 73% des personnes qui envisagent de le faire, pour eux, en fait, c'est important. Donc là, on voit que, évidemment, ces questions de fiscalité constituent aussi des leviers à l'incitation. Alors, ce qu'on a également repéré et qui constitue en quelque sorte des barrières en creux, c'est le défaut d'information et de défaut de connaissance qui est perceptible dans cette population. Alors évidemment, transmettre, c'est une possibilité qui est largement connue. Quoique, on peut aussi, et ça vaut quand même toujours le coup de regarder, non pas seulement les majorités, fussent-elles écrasantes, comme là c'est le cas, 84% savent que l'on peut faire un don par testament, 81% en désignant une association, une fondation comme bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie, mais quand même, il y a 16% et il y a près d'un Français sur 5 pour l'assurance vie qui l'ignore. Et on sait aussi qu'il y a une petite propension à sans doute surdéclarer sa connaissance. Donc là, malgré tout, il y a c'est une possibilité qui est largement connue, mais sans doute qu'on peut aussi travailler la présence à l'esprit. D'autant plus que quand on interroge cette fois-ci les intentionnistes, et quand on leur demande s'ils se sentent plutôt bien ou assez mal ou très mal informés, comme vous pouvez le voir, alors que ce soit sur la possibilité de faire un leg, la possibilité d'utiliser l'assurance vie, les modalités pratiques pour ces process, ces approches, ben on voit qu'il y en a 1 sur 2, en gros, qui se sent bien informé et seulement 1 sur 10 très bien informé. Donc là, on voit qu'il y a un sentiment, en tout cas, d'un manque d'information et y compris chez les populations qui sont les populations les plus proches de le faire. Donc, c'est vraiment important à considérer. Là, je reviens en fait sur l'ensemble de l'échantillon. Il y a la méconnaissance des modalités de transmission auprès de l'ensemble des plus de 50 ans. Ce qu'on voit, c'est au niveau global de cette population, est-ce que c'est plus simple de souscrire un contrat d'assurance vie? Est-ce que c'est plus simple de rédiger un testament? Est-ce que c'est pareil? Bon, les gens, en fait, nous disent, ont une idée vraiment très vague de la manière de passer à l'acte. Par ailleurs, c'est vrai qu'on avait fait, encore une fois, on ne peut pas vous dérouler l'ensemble du dispositif qui est trop conséquent pour ce matin, mais on avait fait un petit test auprès uniquement des intentionnistes avec une quinzaine de propositions qui étaient relatives au cadre juridique qui entourait la transmission aux associations et ça nous a complètement confirmé en fait cette méconnaissance parce que le taux de bonne réponse était inférieur à 50%. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'information et de connaissance. Et alors par rapport justement aux canaux qu'on pourrait utiliser pour pallier ce défaut d'information, on avait posé la question, en fait, alors là, c'est les personnes qui sont en demande d'information, par quels moyens elles souhaiteraient être informées. Le courrier, traditionnellement, là je ne vais pas évidemment vous surprendre, le courrier arrive en tête. Le courrier, et on voit par exemple chez les décidés aussi le notaire qui est en seconde position. On voit donc courrier, Internet, notaire. Internet, vous allez me dire, et à juste raison, que l'enquête ayant été conduite en ligne, on se situe, évidemment, il y a peut-être un petit biais de ce côté-là. Cela étant, et on avait longuement réfléchi au mode d'administration, mais cela étant, en termes d'équipement, les seniors rejoignaient de plus en plus la moyenne de la population, et ce qu'on voyait, c'était surtout des grandes disparités au niveau des usages. Et on a mené
des enquêtes depuis le début de la crise sanitaire, où on a vu un rattrapage considérable, en fait une accélération où on a gagné dans l'appropriation en fait des usages, que ce soit pour la communication, y compris même pour l'approvisionnement, la communication ou même le divertissement. En fait, les cibles seniors ont vraiment gagné dans leur appropriation 5 à 10 ans en très peu de temps. Vous l'avez vu et vous le constatiez, Pierre, en tout début, au niveau des dons par Internet. Et là, on voit que Internet, sur cette cible-là, est devenu totalement un véritable canal que l'on peut utiliser. Donc, ça pour s'informer. Et puis, les points de contact envisagés pour rentrer en contact avec une association, une fondation. Bien là, on retrouve en fait la consultation du site Internet. On retrouve également le notaire, alors plus proche pour les décider, hein, et avant de la rencontrer, avant de rencontrer, d'entrer concrètement en contact avec cette association ou cette fondation. Donc voilà, je suis allée peut-être rapidement pour vous dresser un point, de l'ensemble de ce dispositif. En conclusion, juste s'il fallait retenir peut-être quelques chiffres. D'abord, peut-être cet enseignement, c'est-à-dire le fait que chez les plus de 50 ans, on voit que la réflexion par rapport à la transmission de son patrimoine est déjà largement entamée et que 2/3 d'entre eux ont même déjà pris leur décision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir dessus, qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils ont déjà pris leur décision. Et par ailleurs, ceux qui sont certains de transmettre, on l'a vu, alors c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cibler les autres, mais on a vu que ceux qui sont certains de transmettre se sont décidés en moyenne à 54 ans. Donc ça veut dire que là, il y a sans doute une opportunité de s'adresser à une population plus jeune que les 50 ans et plus, et qui n'a pas encore tranché. En tout cas, de travailler la présence à l'esprit en amont. Le deuxième, alors sans doute il y a deux stratégies aussi, hein, une stratégie d'abord de transformation, c'est-à-dire qu'il y a 9% de la population qui donc envisage de léguer une part de son patrimoine à une association ou une fondation. Ça fait 2,8 millions de personnes, mais il y en a 1 sur 2 qui est réellement certain de passer à l'acte. Donc là, c'est vrai qu'il faut accompagner ce passage à l'acte pour ceux qui ont l'intention de le faire. Et là, on voit qu'il y a différentes façons qu'on pourra détailler, mais en tout cas, pour 58% des bienfaiteurs potentiels, il y a l'idée de à destination de qui 58% donc n'ont pas d'idée précise quant au type d'association ou fondation qui pourrait aider. Et donc là, il y a, et on l'a vu, il y a un hiatus aussi entre les causes auxquelles ils adhèrent et les associations qui sont connues. Donc là, il y a sans doute aussi un enjeu de communication et de notoriété. Et chez les bienfaiteurs potentiels encore, on voit qu'il y a un défaut de connaissances quant aux modalités techniques. Là, c'est vraiment la connaissance pratique du process. Une question de confiance en bout de chaîne sur vraiment la transmission aux associations et fondations et un besoin d'être rassuré là-dessus. Il y a aussi, alors ça vaut pour tout le monde, mais ça peut être intéressant par rapport à eux, c'est-à-dire ce testament dont beaucoup souhaitent le faire, mais que peu réalisent en fait. Et puis la figure du notaire qui est à ce moment du testament et qui peut aussi être un tiers de confiance avec lequel engager sans doute des collaborations. Donc là, un enjeu d'information et puis un enjeu d'accompagnement. Ça, c'est pour, disons, la stratégie de transformation. Après, il y a sans doute une stratégie aussi de conquête, en fait. Une stratégie, il y a une part, on l'a vu, une part très importante des 50 ans et plus qui n'excluent pas, qui n'y ont pas vraiment pensé, qui n'avaient jamais vraiment eu ça en tête. Et puis, on a vu aussi une part de ceux qui s'y opposent, mais qui pourraient changer d'avis. Donc, au total, ça fait 25% de la population des seniors. Et en poids, c'est beaucoup plus en fait que ceux qui aujourd'hui disent vouloir transmettre. Donc là,
il y a un vrai potentiel de progression des intentionnistes qui vaut le coup en fait d'aller sans doute attaquer. Et pour eux, en fait, les leviers vont pas être forcément les mêmes. Il y a des enjeux de présence à l'esprit, il y a des enjeux de confiance aussi, mais des confiances moins dans le processus qu'en amont sur les associations et les fondations elles-mêmes. Et sans doute, et on pourrait y revenir, mais c'est vrai que partie de cette confiance, c'est l'utilité sociale, sans doute des associations et des fondations, qui serait intéressant de développer auprès d'eux. Et puis, effectivement, on avale plus la confiance sur l'utilisation qui pourrait être faite du legs. Donc voilà, j'ai brossé un petit peu rapidement et j'espère pas trop, en tout cas, que je vous ai pas trop submergé de chiffres et d'informations et qu'il est maintenant temps, avec l'aide de Boris, à qui je vais laisser un peu la parole, de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, merci Guénaëlle, merci Boris pour cette présentation d'études très claire, pleine de chiffres, mais c'est ce qu'attendait le secteur. Donc je vais vous adresser les questions qui arrivent par le chat et qui peuvent continuer d'arriver. Tout d'abord, pour faire le lien avec ta conclusion, une question sur l'enjeu de confiance. On nous pose la question, est-ce que c'est lié au doute sur la bonne utilisation des fonds ou sur la méconnaissance des futurs donateurs de l'importance de ces libéralités pour les associations et les fondations? Et au-delà de cette question, il y a également la notion de la confiance. Avec votre regard d'expert, quels sont les enjeux sur la confiance et comment la développer? Alors peut-être pour répondre sur cette question, nous à l'Obsoco, on a beaucoup travaillé sur les questions de confiance et on n'est pas forcément à l'aise avec la manière dont elle est toujours prise ou toujours étudiée. On pense que c'est une question qui est qui doit être abordée de manière assez subtile, donc qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que les travaux académiques nous disent sur la question de la confiance? En fait, ça nous dit que c'est une question de qualité qu'on attribue ou non à une personne ou à une organisation. De manière grossière, ce qu'on retient, une manière de mesurer et d'aborder la confiance un peu subtile, c'est de distinguer trois qualités. Donc, la compétence, l'intégrité, la bienveillance, c'est quelque chose une grille de lecture qui a été appliquée par des chercheurs, notamment en matière politique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans un acteur, dans un homme politique, par exemple, c'est est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il va être en mesure de saisir les enjeux, de pouvoir prendre les bonnes décisions liées à la situation, etc. Est-ce qu'il est intègre, est-ce qu'il est honnête et donc il va tenir ses promesses et ses engagements? Est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est capable de mettre son intérêt propre de côté pour le bien commun, pour l'intérêt général? Donc ça, c'est à peu près ces trois qualités-là qu'on attribue ou non à des personnes ou à des organisations. Ça marche à peu près de la même manière. Les travaux académiques ont montré que ça marchait à peu près de la même manière. Et c'est ces qualités-là qu'on attribue ou non qui vont être constitutives de la confiance. Qu'est-ce qu'on retient quand on applique cette grille de lecture au niveau des associations? La bienveillance, on avait posé des questions spontanées sur la manière dont les associations sont perçues. On voit que la bienveillance, ce n'est pas un problème. Les associations sont naturellement et spontanément perçues comme bienveillantes. En fait, il y a deux enjeux qui ressortent des verbatims qu'on a dans l'étude. On a un enjeu manifestement lié à l'intégrité, qui est lié notamment à des problèmes de scandales financiers qui ont été évoqués par les répondants. Et donc ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile d'ailleurs difficile à prendre en main, parce qu'après, l'intégrité, ça se combat par des preuves d'intégrité. C'est assez compliqué de communiquer sur cette dimension-là. En revanche, il y a aussi un enjeu de compétence, alors plus un enjeu d'utilité sociale qui ressort vraiment très fortement dans l'étude et qui est assez déterminante. D'ailleurs, on a fait des analyses qui montrent que c'est assez déterminant dans le fait de décider ou non de faire un leg à des associations. L'utilité sociale, c'est au sens de quelle va être l'efficacité, quelle est l'efficacité et vraiment le rôle dans la société des associations. Et là, à ce niveau-là, dans le contexte actuel en particulier, qui est un contexte qu'on peut qualifier ou qui peut être marqué par au moins deux situations
qui sont d'une part une forme de désengagement de l'État au cours mais ça fait plusieurs décennies maintenant, mais en particulier ces dernières années. Et on sent aussi dans les réponses des personnes interrogées qu'il y a une volonté parfois de passer par les associations pour compléter une activité de l'État qui serait que l'État ne prendrait pas aussi bien en charge, ne prendrait pas en charge du tout ou pas aussi bien qu'avant. Donc il y a ce désengagement de l'État et puis la situation actuelle de pandémie, de Covid, etc., où les associations peuvent montrer qu'elles ont un vrai rôle à jouer. Et où on a vu d'ailleurs que les dons explosaient dans ces périodes-là. Donc là, il y a une vraie opportunité en termes de confiance, donc, qui est probablement sur la question du rôle social des associations qui peut être et si je puis me permettre, en fait, ce qu'on dit, qu'on dit aussi dans la confiance, c'est que c'est souvent un processus réciproque, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est compétence, intégrité, bienveillance, et ça me semble intéressant la question que tu as soulevée et qui a été posée, Nolwenn, parce qu'il y a aussi, du coup, sur la compétence, une question presque, et qui se traduit en utilité sociale pour les associations et les fondations, la question de l'efficacité réciproque, c'est-à-dire la question de l'efficacité de mon don aussi, l'efficacité de l'association elle-même, l'utilité sociale, mais l'efficacité de mon don par rapport à la situation sociale. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. On a une question sur le contexte, justement, tu l'évoquais, Covid-19. Donc, on a vu avec les résultats du baromètre de la générosité qu'il y a eu une hausse des dons au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Et on a une question sur, justement, est-ce que ça a créé un changement sur les futurs donateurs pour les libéralités? Alors, moi, là, je vais vous faire partager l'expérience qu'on a chez France Générosité, puisqu'on s'assoit sur l'expertise des référents libéralités, des 110 membres associations et fondations de France Générosité, et on a eu énormément de contacts avec eux pendant la crise sanitaire. Et justement, sur cet aspect libéralité, ce qu'ils ont constaté chez eux, c'est une hausse de la demande d'information de personnes qui s'interrogeaient justement sur la possibilité de léguer à leur association ou fondation. Donc, un vrai intérêt compte tenu du contexte. Et pour ceux pour qui la démarche était déjà enclenchée, il y a eu un vrai déclencheur pour finaliser ces intentions en réel acte. Donc oui, cette période-là a permis vraiment d'avancer sur ce point-là. Je pense qu'il y a juste pour rebondir sur le contexte de la crise, et on le sait plus globalement, il y a une crise de l'engagement en fait dans notre, alors qui se traduit au niveau politique et social, mais il y a une sorte de, il y a des velléités d'engagement qui se sont traduites au plus fort de la crise par beaucoup de micro-solidarités, beaucoup de gestes comme ça, mais qui peinent en fait à être canalisés dans et transformés par des comportements, disons, institutionnels. Les gens ont envie de s'engager, mais ne trouvent pas en fait de véhicule à leurs envies. Et ce qu'on a pu voir apparaître en posant d'ailleurs avec Boris des questions, on a suivi et on continue de suivre cette période, c'est que finalement le don peut apparaître comme un engagement à minima. Quand je ne sais pas comment et pourquoi et avec qui m'engager, et quand je ne peux pas ou que je n'ai pas envie d'être militant ou d'être bénévole, etc., faire un don, ça vient réduire cette tension en fait et cette dissonance cognitive là. Mon envie d'engagement, mais mon incapacité à le faire parce que les propositions et l'offre qui m'est faite ne me correspondent plus. Et justement, à vous deux, fortes de cette expertise sur cette étude, quelles sont les pistes, les conseils que vous donneriez aux 500 personnes qui nous écoutent aujourd'hui, justement pour développer la collecte de libéralité au profit de leur structure? Quels sont les axes prioritaires pour vous? Oui, alors Guénaël en a déjà cité quelques-uns dans sa conclusion. Il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir de cette étude, mais une des choses qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des cas, les gens ne se sont pas posé la question. En réalité, entre les 14% qui disent je ne suis pas opposé, mais franchement, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question, puis les opposés qui ensuite disent je pourrais peut-être changer d'avis, mais en fait, pareil, je n'y ai pas vraiment réfléchi. On a en fait un quart de la population senior qui n'exclut pas totalement la possibilité de faire des legs, mais qui, en fait, n'y a jamais réellement pensé. Le premier vrai levier, c'est de
faire prendre conscience, communiquer pour faire prendre conscience de cette possibilité-là, tout simplement parce que je pense vraiment que les personnes qui, actuellement, enfin le gros du grand public, n'a pas du tout cette possibilité en tête. Même si ils savent, on l'a vu, hein, ils savent que techniquement c'est possible, mais ils n'y ont jamais réellement réfléchi. Donc ça, c'est le premier point qui est un point un peu de conquête, conquête de nouveaux testateurs possibles. Il y a un enjeu de transformation aussi, comme le dit Genaël. C'est peut-être très important, je ne sais pas si c'est très clair, mais on a 9% là qui envisagent donc de donner, enfin de faire un leg à une association après son décès. En réalité, c'est important, on distingue très bien deux publics. Donc en gros, 2% qui sont assez décidés et qui vont le faire. Ceux-là, on va les retrouver naturellement et on va les avoir. Ça représente à peu près 600 000 personnes, hein, si on avait estimé, hein, dans la population. En revanche, les 7% restants, qu'on a appelés ouverts, en fait, sont ouverts à la possibilité, mais ce qu'on voit après tout le long de l'étude, c'est qu'en fait, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. S'ils ne sont pas accompagnés, ils ne passeront pas à l'acte. Donc il y a un besoin, pour plusieurs raisons, hein. Ils n'ont pas vraiment d'idées précises sur quelle association donner, ils sont mal informés, ils ne savent pas comment s'y prendre. Souvent, le testament, on voit après, quand on regarde les déterminants à la prise de décision, que le testament, c'est quelque chose qui est potentiellement bloquant. Donc il y a un enjeu d'accompagnement très fort, à la fois donc de conquête, d'aller chercher des nouveaux testateurs potentiels, mais aussi d'essayer d'accompagner les gens qui l'envisagent réellement, parce que sinon, dans la majeure partie des cas, en réalité, ils ne sauteront pas le pas. Alors comment ça peut être pris en charge? Effectivement, il y a un enjeu d'information, on l'a vu, un enjeu d'information sur les modalités techniques, il y a un enjeu d'information sur la nature des activités qui sont faites par les différentes associations. Alors pour ça, vous avez une plateforme Infodon, j'ai l'impression, qui peut être mise en avant. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement dans les démarches de transmission, et notamment dans tout ce qui pourrait faciliter ou éviter la rédaction d'un testament. Et il y a effectivement donc les enjeux de confiance qui peuvent aussi être extrêmement bloquants. Merci beaucoup, Boris. J'ai pas mal de questions également sur les causes qui intéressent le plus ces futurs donateurs. Est-ce que, Genaël, tu pourrais remonter la slide jusque sur les causes et les associations sur 3 domaines, la culture, l'environnement et la biodiversité, et l'Église. Alors, pour ce qui s'agit de... Concernant la culture, nous, on a pris là une grille que vous voyez affichée à l'écran, qui est la grille de notre baromètre image et notoriété, qu'on fait tous les ans avec les membres de France Générosité. C'est une étude qui permet de connaître les appétences des Français à faire des dons. On a décidé de prendre la même grille pour pouvoir faire ensuite des découpages. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour pouvoir mettre en parallèle les intentions de dons et les intentions de legs. Il se trouve que les membres de France Générosité sont majoritairement des associations et des fondations du social. Et donc, pour l'instant, on a peu de représentants de la culture et donc ce domaine d'activité n'est pas remonté. Donc moi j'invite tous les membres, toutes les associations travaillant dans la culture à me contacter, à nous rejoindre. Plus on représentera des causes différentes, plus on pourra vous représenter et avoir un panel le plus large possible. Sur la question de l'environnement, quelqu'un pose une question sur, c'est une tendance à la hausse, et est-ce qu'on peut avoir une projection? Alors là, cette étude faite par l'Obsoco, c'est un petit peu une V1 qu'on espère refaire dans quelques années pour justement pouvoir voir les évolutions. Sur la projection, moi, ce que je peux vous dire, c'est que notamment dans le baromètre image et notoriété, cette notion d'environnement, de protection des animaux, en effet, elle a énormément augmenté depuis 2018, depuis le fait aussi que toutes les questions de changement climatique sont à la une de l'actualité, le travail des associations et des fondations pour faire émerger cette thématique, l'affaire du siècle qui a été menée par 6 ONG, les marches du siècle, etc. Et par contre, on a une question que je vais adresser à l'Obsoco sur les testateurs en faveur de l'Église catholique, qui est dans les faits, dans les chiffres, l'une des premières structures à recevoir les legs des Français. Et on se rend compte que là, quand on passe sur la slide d'après sur les associations bénéficiaires, cela n'apparaît pas. Oui, est-ce que vous avez des éléments d'explication? J'ai vu la question. Tout simplement, on a bien précisé tout le long de l'étude qu'on était sur une enquête sur des associations et des fondations. Je ne pense pas que les répondants aient associé l'Église à une association ou à une fondation. Je pense que c'est la raison principale. Très bien. Et concernant tout ce qui touche à l'environnement, est-ce que de votre expertise personnelle, vous auriez également des choses à nous renseigner? Si vous avez envie de
de plonger un peu plus dans les, alors là pour le coup dans les imaginaires des Français, pas leurs intentions pour la vie d'après, mais en tout cas la vie d'après terrestre. On a mené une enquête sur les imaginaires et les utopies. Et en fait, on avait testé 3 systèmes utopiques et puis pas mal de perspectives utopiques, mais 3 systèmes utopiques et dont l'un, je vais faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps, mais dont l'un était l'utopie écologique. Et en fait, c'est celui qui arrivait massivement en tête en termes d'aspiration chez les Français. Et on voit que ça recouvre beaucoup de choses, que ça recouvre, en fait, que c'est les questions d'engagement au niveau individuel, de changement de mode de vie. En fait, l'environnement cristallise aussi le besoin de réassurance. Et donc, oui, ces préoccupations, on les voit augmenter. Et d'ailleurs, quel que soit, ça se traduit dans les comportements de consommation qu'on étudie par ailleurs. Et donc, ces préoccupations sont en train de s'articuler à la plupart des marchés alimentaires, marchés même cosmétiques, etc. Donc, c'est pas étonnant que aussi vous voyez apparaître davantage en fait que vous le voyez vous aussi sur votre secteur particulier. Je ne sais pas, Boris, si tu veux rajouter quelque chose, mais je pense que là, ça fait plusieurs années que… La majeure partie des études qu'on fait, qui sont plus sur les secteurs de la grande conso, on voit très bien effectivement les comportements en faveur, en faveur de la protection de l'environnement ou en défaveur des marques qui sont pas associées à la protection de l'environnement, qui progressent largement. Donc, ce n'est pas du tout étonnant de le voir progresser également au niveau associatif. Très bien. Il y a une question méthodologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sous- ou une surdéclaration sur certains sujets? On rentre dans l'intime, dans l'inconscient, par exemple sur la question de pérenniser son patronyme en l'absence d'enfants. Est-ce que vous avez des éléments sur ce point? Sur quelle dimension tu disais, pardon? C'est difficile d'être catégorique en disant non de manière catégorique, parce qu'on ne l'a pas vérifié, on n'a pas de moyen de le vérifier. Je sais, sur une enquête en ligne, j'ai l'impression que la formulation des questions n'était pas très intimiste, entre guillemets, mais on ne peut pas dire de manière catégorique non, dans la mesure où on n'a pas de moyen de le vérifier. D'accord. On a une question sur aucune mention de l'avantage fiscal comparatif qu'il y a à léguer ou à donner à ses enfants plutôt qu'à une association. Alors, cette question, là, on vous a restitué environ 60 slides. L'étude complète fait le double. Donc, on a dû faire une synthèse, faire des choix pour respecter ce timing de 45 minutes. Tous les membres de France donc ce PowerPoint de 60 slides qu'on vous a restitué sera disponible sur notre site dès la semaine prochaine. Également, le webinaire qui est enregistré sera disponible sur notre site Internet. Et pour les membres de France Générosité, les membres du syndicat, ils ont accès à l'étude complète où, en effet, plusieurs de ces questions sont également traitées. Je vais devoir clore les questions-réponses pour respecter le timing, nous permettre d'avoir une petite pause avant la table ronde qui va se nourrir de cette étude pour pouvoir ensuite développer sur les stratégies de développement de ces libéralités. J'en profite pour adresser un énorme remerciement à Guénaël Go et à Boris pour le travail. On a commencé cette étude juste avant le confinement. On n'a pas décalé les délais, on a tenu malgré les contraintes, malgré les visios et je vous remercie pour votre professionnalisme et l'accompagnement sur ce projet. Je remercie également notre groupe de travail. En effet, comme l'a dit Guénaël, au tout début, en janvier, on a réuni 30 associations et fondations membres de France Générosité pour travailler ensemble sur le questionnaire, parce que c'est la force de France Générosité. On ne travaille pas hors sol, on travaille sur les besoins, les nécessités, les priorités de nos membres et également leur expertise. Et suite à ce groupe de travail, j'ai été accompagnée par 5 super experts du secteur que je remercie, qui sont Carole Grier-Lucas de APF France Handicap, Carole Clément de l'Institut du Cerveau, Marion Méry de la FRM, Fondation pour la Recherche Médicale, Pascaline Bazard de Solidarité Internationale et Sylvain Bernard de Orphéopolis. Concernant les prochaines étapes, donc cette étude sera mise à votre disposition. Pour les membres de France Générosité, ils auront accès à l'étude complète. On a également fait avec l'Obsoco un super outil qui s'appelle Cible et levier, c'est-à-dire qu'on a, à partir de cette étude, défini plusieurs cibles et comment s'adresser à chacune de ces cibles
avec des leviers précis à activer pour rendre vos campagnes de marketing très opérationnelles et très efficaces. Et ça, on vous le resituera en début d'année 2021 avec un webinaire dédié. Et enfin, on fait beaucoup d'études chez France Générosité, on aime vous apporter de la matière, mais on a voulu aller un peu plus loin et on va créer un webinaire justement pour s'approprier les résultats de cette étude qu'on va également faire avec Guénaël et avec Boris. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre écoute et je vous donne rendez-vous à 11 h pour la table ronde qui sera animée par Maître Lemay. Merci beaucoup de votre attention. Merci Guénaël.